Cette vidéo est plutôt une vidéo de culture générale en informatique. Ce que vous voyez ici, c'est un mind map, c'est une carte mentale, donc ça permet d'organiser l'information. Donc j'ai tenté ici de mapper un petit peu tous les termes techniques en informatique qui sans doute il y a 30 ans n'existaient pas quand j'ai commencé à faire de l'informatique, donc c'est vraiment c'est très riche. Et je vais vous parler un petit peu de tous ces termes afin que vous ne soyez pas dépourvus, que vous ayez une petite culture de, de l'informatique. Donc le centre, le nœud ici, c'est en fait l'élément commun à tous ces mots de vocabulaire, hein. On est dans le domaine de l'informatique. On va commencer par le commencement, la branche bleue ici, qui est les langages informatiques. Alors, il existe deux types de langage principalement. On a du langage compilé ou interprété. Un langage informatique compilé, c'est un langage qu'on écrit avec des mots-clés. Si on veut exécuter le programme, on va le compiler. Ça veut dire que ce, ce- ce programme informatique qui est écrit en anglais, en fait, principalement, va être transformé en langage machine. Incompréhensible pour les êtres humains, mais compréhensible pour l'ordinateur, et avant d'être exécuté. Sur Windows, on a souvent les fichiers avec une extension .exe, exe, et bien ce sont des exécutables. Et bien, un programme qui est compilé devient souvent un exécutable. Et quand on fait un double clic sur cet exécutable, le programme se lance. Alors, les langages compilés, le C, C++ pour les plus connus, c'est un des plus anciens langages. Plus récemment, on a le Java, à ne pas confondre avec le JavaScript qui n'est pas un langage compilé. Le C Sharp, qui est une évolution du Java. Il en existe plein d'autres, hein, je vous donne les principaux ici. Ensuite, on a les langages interprétés. Les langages interprétés, en fait, ne sont pas convertis en code machine, une suite de 0 ou de 1, mais dans un code intermédiaire spécial et qui va être exécuté par une machine virtuelle. Alors, ce n'est pas le microprocesseur qui va exécuter directement, mais c'est un programme qui va exécuter, par exemple, pour le langage PHP, il va être exécuté par un fichier exécutable qui s'appelle php.exe. Donc PHP, dans le web, c'est très connu. JavaScript pour le langage du navigateur. Le script shell aussi. Alors les shells, c'est un petit peu spécial, mais quand on parle de script shell, en fait, on fait plutôt exécuter des commandes, des programmes exécutables, mais on l'écrit sous la forme d'un script shell. On ne peut pas vraiment le placer exactement ici, c'est un peu entre les deux. C'est un langage de script. La différence entre le compilé et l'interprété, c'est que le programme compilé est beaucoup plus rapide à s'exécuter puisqu'il est directement en langage machine. Passons au système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est un logiciel un peu spécial qui, sans lui, on ne peut rien faire. Vous avez Windows, le plus connu, macOS pour les produits de Apple, Unix qui est un très ancien système d'exploitation, peu répandu parmi la population. C'est pour ça que Linux a été conçu qui est très semblable à Unix et qui est open source, qui est gratuit. Unix, c'est plus pour les grands systèmes aujourd'hui. Par contre, ces trois-là, Windows, macOS et Linux, ce sont les plus utilisés aujourd'hui, hein, respectivement Windows. Après, je ne sais pas si macOS est deuxième, mais je pense oui. Et Linux qui gagne en ampleur. Le système d'exploitation, il est là pour communiquer, pour faire la communication entre les programmes informatiques, par exemple le navigateur, et
tout le matériel de votre ordinateur. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Le système d'exploitation va gérer les imprimantes, les écrans, les haut-parleurs, le réseau. En fait, toute votre machine. Les disques durs, la mémoire, tout ça va être géré par le système d'exploitation. Je ne l'ai pas noté ici, mais il y a ce qu'on appelle le BIOS, B-I-O-S, qui est un logiciel écrit directement dans le hardware, donc dans le matériel de votre carte mère. C'est un mini système d'exploitation qui fait des choses vraiment très basiques et qui communique aussi avec Windows. Sur Windows, vous voyez ce BIOS, lorsque vous démarrez votre machine, il y a tout un tas de messages blanc sur fond noir, et ben c'est le BIOS. Et on peut y accéder grâce au clavier avec la touche Delete ou F2, vous supprimez. La touche, il y a 2 ou 3 touches qui permettent d'accéder à ce BIOS pour faire des configurations très basiques. Windows et macOS, c'est pour les machines desktop, D-E-S-K-T-O-P, c'est-à-dire les ordinateurs de bureau, mais aussi des déclinaisons pour les terminaux mobiles. Windows avait un système d'exploitation pour mobile, mais il a abandonné, il n'a pas réussi à l'imposer. Pour Mac, ben, on a iOS. Et l'autre qui n'est pas là encore, c'est Android. Donc là, je n'ai pas parlé que des ordinateurs, mais c'est vrai qu'il aurait fallu penser aussi au mobile. Les réseaux. Les réseaux, c'est ce qui permettent, bon, en général, ce sont des fils ou du sans fil. C'est des systèmes de communication entre deux nœuds, entre deux appareils. Votre câble réseau qui sort de l'ordinateur, voilà, c'est un câble réseau. Alors les réseaux peuvent être locaux, LAN, c'est-à-dire que dans une entreprise, on peut, même en l'absence d'Internet, avoir un réseau interne qui fait communiquer les ordinateurs. Et c'est même ce qui a existé avant Internet. Internet, en fait, c'est le mot inter, c'est une interconnexion de net qui veut dire réseau. Donc c'est interréseau. Donc c'est on a choisi le terme Internet parce que ça permet d'interconnecter tous les réseaux. Donc c'est un réseau de réseaux si on veut. Donc le WAN, c'est un Wide Area Network, donc c'est un LAN à plus grande échelle. En général, c'est à l'échelle mondiale. Le Wi-Fi est apparu quasiment en même temps que la démocratisation d'Internet, parce qu'on avait des ordinateurs portables, on voulait accéder à du sans fil. Ça s'est très bien démocratisé aujourd'hui, on a des débits qui sont très élevés. Donc c'est de la communication réseau sans fil, à la différence de l'Ethernet qui est la communication réseau filaire. Donc tout ce qui est filaire, c'est beaucoup plus rapide que ce qui est en aérien. Et aujourd'hui, tous les réseaux communiquent via un protocole qui s'appelle le TCP/IP, qui a été inventé il y a très longtemps, dans les années 70, et même peut-être fin des années 60, et qui s'est imposé comme un standard. Et aujourd'hui, il y a eu des réseaux comme des réseaux nouvelles par le passé qui ont concurrencé, mais en fait, non, vraiment, le TCP/IP a conquis le monde. Aujourd'hui, on ne communique plus que par ça. Et même vous, quand vous développez une application Internet, que vous utilisez le HTTP ou le HTTPS ou le FTP, eh bien, c'est un sous-produit de TCP/IP. Question hardware, donc on est dans le matériel. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est que vous pouvez palper avec à la main. Donc la tourelle, toutes sortes de périphériques comme le scanner, les imprimantes, la souris, le clavier.
mais c'est aussi les composants qu'il y a sur votre carte mère. Les mémoires, les barres de mémoire, le microprocesseur, tout ça, c'est du hardware. Donc ces hardware peuvent embarquer une certaine intelligence. Hein. Quand vous regardez votre carte mère, vous voyez beaucoup de puces dessus et elles savent communiquer entre elles. À la différence du hardware, on a le software, donc tout ce qui est mou, hein, entre guillemets. Donc ce qui n'est pas palpable en fait, c'est les programmes. Tout ce qui est le code informatique, le programme. Votre navigateur, c'est un software. Votre pilote d'imprimante, c'est un software aussi. Lorsque vous téléchargez des applications sur votre mobile, c'est du software. Et on peut dire aussi que le système d'exploitation, c'est du software aussi. Parce que c'est tout ce qui est écrit avec du code en fait. Et alors ce software, il y a longtemps, on n'avait que du on-premise, c'est-à-dire que on installait sur votre ordinateur. Par exemple, Excel, on installe Excel sur votre ordinateur ou le navigateur sur votre ordinateur. Ce sont des programmes de bureau. À la différence des logiciels en SaaS, donc SaaS, ça veut dire Software as a Service. Gmail, c'est du SaaS. Toute application web, c'est du SaaS. Amazon, même les logiciels de dessin, on peut faire tourner tous ces programmes aujourd'hui sur un navigateur. Le navigateur est vraiment très puissant. Et c'est ce qui conditionne en fait aujourd'hui en 2022 la popularité du métier de développeur web. Parce que toutes les applications qu'on faisait tourner sur le bureau, maintenant, on en fait en version web. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique à maintenir. Dans l'ancien temps, lorsque dans les entreprises, on voulait mettre à jour une version de Word ou de Excel, bah, vous avez l'informaticien qui prenait votre poste, il monopolisait pendant 1 heure, vous attendez là, lui il mettait à jour tous les programmes à la dernière version et après il vous repassait l'ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Quand vous utilisez Gmail, moi ça fait plus de 15 ans que j'utilise Gmail, je n'ai pas vu une seule seconde d'indisponibilité pour mettre à jour une version de Gmail. Bon, parfois, en une ou deux occasions, ça s'est tombé en panne brièvement, mais c'était quasiment un service en continu pendant 15 ans. C'est assez remarquable. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de passer tous ces programmes-là sur du web. Donc, c'est pour ça que les développeurs web sont très demandés aujourd'hui parce qu'il y a une forte demande de conception de programmes web. Donc, on ne fait pas de transition, on reste sur Internet. L'Internet, donc aujourd'hui, c'est omniprésent dans tous les foyers, à tous les âges, dans tous les corps de métier. On n'arrive pas à vivre sans. L'Internet, bon, donc ça utilise le protocole TCP/IP qui a été inventé pour l'Internet. Qu'est-ce qu'il y a comme service? Eh bien, les services de email, les sites web, les noms de domaine. Enfin, un nom de domaine, en fait, c'est un alias, c'est-à-dire avant, quand il n'y avait pas le nom de domaine, vous deviez taper l'adresse IP, donc une suite de 4 groupes de chiffres pour accéder à un ordinateur, parce que chaque ordinateur est repéré par une adresse IP. Mon ordinateur a une adresse IP qui est celui de ma box, ma Livebox. Votre terminal mobile Android ou iOS a aussi une adresse IP lorsque vous avez un forfait mobile. Donc tous les appareils sont identifiés par une adresse IP. Et vous imaginez que avec toutes ces, il peut y avoir 4 milliards d'adresses IP V4, donc c'est la norme ancienne IPv4 qui contient 4 milliards d'appareils. On ne peut pas aller au-delà. Et comme aujourd'hui les appareils mobiles, il y en a de plus en plus, ça ne suffit plus, on passe à l'IPv6.
Donc, c'est encore plus difficile à se souvenir. Donc, pour ce faire, nous, l'être humain, pauvre être humain, nous avons besoin d'un nom qui est beaucoup plus facile à identifier. Par exemple, Google, les serveurs de Google, c'est une suite de chiffres. On ne va jamais s'en souvenir. Par contre, google.fr ou google.com, c'est facile à se souvenir. Donc le nom de domaine est là pour faire la liaison entre un nom facilement mémorisable par l'être humain et une adresse IP qui correspond à un serveur. Les applications mobiles, enfin les applications web reposent sur l'architecture client-serveur. Le client-serveur, c'est en deux parties. Vous avez un serveur qui va vous donner toutes les informations et vous, votre client, en fait, c'est qu'un simple terminal passif qui va consommer toutes les données qu'on vous envoie. Dans le domaine du web, vous connaissez, le client, c'est le navigateur. Ça n'a pas toujours été ainsi dans le monde du logiciel. Le client-serveur est plus général. Avant, dans l'ancien temps, je dirais, on avait des très grands ordinateurs qui coûtaient vraiment très cher. On ne savait pas faire des ordinateurs aussi petits. Jusque au début des années 80, le PC n'existait pas. PC comme personal computer. Okay, ça a été une révolution. Avant, on avait un gros mainframe, on appelait ça un mainframe, pour toute l'entreprise. Et les utilisateurs avaient un terminal. En fait, c'était un écran avec un clavier. C'était une coquille vide. Et on devait les câbler en réseau avec le mainframe pour que le terminal puisse accéder aux ressources de l'ordinateur. Et déjà ici, on est dans l'architecture client-serveur. Donc le client, c'est votre terminal. Et aujourd'hui, le client, le plus commun, c'est le navigateur Internet. L'application web que vous utilisez, elle est composée de deux parties, donc client et serveur. Le back-end, c'est le serveur et le front-end, c'est le client. Vous devez coder du code dans le back-end et dans le front-end pour faire une application web. Savoir ne coder que le front-end ne suffit pas pour faire une application web, il faut aussi du back-end. Le back-end, c'est le langage de programmation et surtout la base de données qui va stocker les informations. Le front-end, c'est que du CSS, HTML et du JavaScript pour faire un terminal. On peut dire que c'est une espèce de coquille vide. L'aspect cybersécurité, je ne suis pas un spécialiste de cybersécurité. Quand je conçois une application, j'essaie d'utiliser les bonnes pratiques. Il y a des notions ici que vous devez connaître en cybersécurité. Parce que quand vous développez une application web, vous devez être sensibilisé à la sécurité. La cryptographie, alors vous l'avez déjà vu, quand vous faites HTTPS dans une adresse URL, c'est de la cryptographie. C'est le protocole SSL. C'est quoi la cryptographie? La cryptographie, c'est le fait de coder votre message en clair. Par exemple, quand vous écrivez un email, vous écrivez un texte, et ce texte est en clair. Et lorsque ça transite vers votre destinataire, vous n'avez pas envie que les pirates interceptent votre message et le lisent. Enfin, vous n'empêcherez pas les pirates d'intercepter votre message, mais il sera illisible parce qu'il est cryptographié. Dans la cryptographie, on a deux technologies, la symétrique et l'asymétrique. Et aujourd'hui, c'est l'asymétrique qui est la plus utilisée parce qu'elle est vraiment très pratique. Elle fait appel à deux clés, une clé privée et une clé publique. Quand vous accédez à un logiciel, à un serveur web via du SSH, eh bien, vous utilisez de la cryptographie. Même si ce que vous voyez est en clair, mais là où c'est cryptographié, c'est à la sortie de votre client jusqu'au serveur, c'est cryptographié. Quand vous envoyez un message, il est cryptographié. Il est crypté, pardon.
Et le serveur, il a la capacité à décrypter votre message parce qu'il a une clé. Le hack, c'est tout ce qui est piratage d'applications. Les pirates sont là, ils aiment bien, ils font ça pour de l'argent ou pour la gloire, mais plus souvent pour de l'argent. Ils veulent pirater les systèmes pour en retirer de l'argent. Et le monde du hacking est très vaste. On peut tout pirater dans la chaîne de commande, dans la chaîne de logiciels, du front-end jusqu'au back-end. On peut tout pirater. On peut pirater la base de données, on peut pirater le code, on peut pirater le système d'exploitation s'il y a des failles. On peut pirater votre interface front-end. Le JavaScript peut être piraté. Même le CSS peut avoir des vulnérabilités. C'est arrivé par le passé. Alors après, ce qu'on considère par vulnérabilité, c'est une exploitation non prévue qui permet d'exposer des informations. À ma connaissance, le HTML n'est pas piratable puisque c'est un langage faible. Le hash, il ne faut pas confondre avec la cryptographie. Le hash, en fait, c'est le fait de transformer une chaîne de caractères en clair en une suite de 0, de 1, de lettres A, B, C, D, incompréhensibles par l'être humain, mais qui représente en fait l'aboutissement du hachage. Donc, hachage n'est pas égal à cryptage. Le hachage, c'est le fait de transformer un texte, quelle que soit sa taille, ça peut être un livre de 1000 pages comme une chaîne de 3 caractères en une suite de caractères hachés. Vous avez différents types d'algorithmes, ce sont 3 algorithmes parmi tant d'autres de hachage. Le hachage avec le MD5, qui est un peu l'ancêtre de tous les algorithmes de hash, est prédictif. En fait, il est déterministe, pardon. Ça veut dire que si vous avez une chaîne de caractères ABC, quand vous le hashez, vous obtenez une chaîne hachée. Et si vous recommencez, vous aurez toujours la même chaîne. Donc, ce qui en fait une espèce de vulnérabilité de cet algorithme MD5, parce que il suffit que le pirate ait un dictionnaire de tous les hashes, de toutes les combinaisons possibles de caractères, par exemple des mots du dictionnaire, pour qu'il puisse retrouver le mot d'origine. Cette vulnérabilité est corrigée par des algorithmes comme Argon ou Bcrypt. Lorsque vous passez sur Argon ou Bcrypt plusieurs fois la même chaîne, vous obtenez des hashes différents. Donc ça rend impossible aux pirates de retrouver le texte d'origine. Alors le hash, je vous en parle parce que dans votre métier de développeur web, les mots de passe sont hachés. Vous stockez votre mot de passe haché dans la base de données. Vous ne stockez pas en clair votre mot de passe dans la base de données parce que si un pirate arrive à accéder à votre base de données par un moyen quelconque, il aura tout, il aura les emails et les mots de passe et il va exploiter votre application. Si vous le hashez, bien que le pirate puisse télécharger votre base de données, il ne pourra pas découvrir le mot de passe. La notion de stockage, c'est stockage de l'information. Hein. Vous avez les disques durs pour stocker les USB, mais vous avez aussi des serveurs distants dans le cloud qui peuvent stocker les informations. Vos photos, vos vidéos. Ce stockage, il est important. Et on stocke différents types de fichiers. Ok. Les fichiers peuvent être, vous avez des fichiers images, des fichiers texte, mais pas que. Il y a 2 grandes catégories de fichiers, des fichiers texte,
Donc une suite de lettres, hein. Souvent c'est les emails, votre programme informatique, c'est un fichier texte. Et les programmes binaires. Les programmes binaires, c'est quoi? Enfin, les fichiers binaires, ce sont les fichiers vidéo, les fichiers images. Ils ne consistent pas en des lettres de l'alphabet. C'est du binaire. C'est pas intelligible pour un logiciel comme Word. Quand vous ouvrez un fichier binaire avec Word, vous avez des caractères bizarres. Le MIME-type, c'est une métadonnée qui sert à identifier un fichier. Par exemple, un fichier texte aura un MIME-type texte, un fichier image avec une extension JPEG aura un MIME-type JPEG. Un fichier PNG, .png aura un MIME-type .png. Un fichier Excel aura un MIME-type Excel, application Excel. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que dans le développement web, on va pouvoir télécharger des fichiers. On va pouvoir uploader des images, des vidéos. Et côté serveur, on doit s'assurer de l'intégrité des données. Pourquoi? Pour différentes raisons. Par exemple, certains sites n'autorisent que les fichiers PDF. Donc il va falloir pouvoir détecter le même type des fichiers PDF. Je pense que c'est application PDF. Pour des raisons de sécurité, par exemple, si un programme n'est pas sécurisé, on peut télécharger des fichiers JavaScript, des fichiers PHP, donc des fichiers qui sont écrits dans des langages et les faire exécuter. Donc votre programme doit pouvoir détecter le même type de ces fichiers pour éviter que les pirates téléchargent des fichiers code qu'ils vont faire exécuter. Alors, ce n'est pas aussi simple que de détecter l'extension du fichier, hein. Par exemple, un fichier PHP, d'habitude, possède une extension .php, JavaScript.js. Mais on peut les renommer. Par exemple, le fichier PHP, on va renommer en un fichier texte. Il aura l'extension .txt. N'empêche que ce sera un fichier PHP. Donc, si vous vous basez sur l'extension du fichier pour filtrer, ça ne marchera pas. Le MIME-type, lui, ne ment pas. Il permet de détecter la vraie nature d'un fichier. Voilà, c'est tout pour la partie informatique. Je ferai 2 autres vidéos sur les logiciels et les applications web. J'espère que ça vous aura donné une plus grande ouverture vers le monde de l'informatique en tant que culture générale. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous informer sur Google sur chacun des termes.